Donald Trump s'est-il servi du prétexte d'emmener Pam Bondi avec lui à l'audience de la Cour suprême sur le droit du sol simplement pour la congédier en chemin? Très dans le style de la maison, transformer un grand affrontement constitutionnel en ce qui ressemble à une évaluation de personnel sur le bord de la route. Pourquoi ferait-il ça, franchement? Je sais, je commence déjà du mauvais pied avec Donald Trump, en sachant qu'il va perdre sur le droit du sol. Pourquoi choisir ce moment-là, cette cause-là, pour aller à la Cour suprême des États-Unis et assister à une plaidoirie, juste pour se faire sermonner par la droite en pleine face? Rien ne dit confiance, comme se présenter en personne pour regarder son propre argument prendre feu en direct. Il ne s'est même pas donné la peine d'aller à l'audience sur les tarifs douaniers. Je veux couvrir tout ça et montrer à quelle vitesse les choses ont déraillé pour l'administration Trump dans sa tentative d'arracher le cœur battant du droit du sol au 14e amendement. En fait, parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui et décortiquons-le. Comment en est-on arrivé là? J'étais préoccupé avec Ben qu'il accepte même cette cause. Parce que pourquoi avons-nous besoin de cette cause? Le 14e amendement dit qu'une personne née ou naturalisée aux États-Unis est soumise à leur juridiction est citoyenne. Point final. C'est embarrassant quand le texte clair de la Constitution refuse d'embarquer dans l'opération de relations publiques. Cela a ensuite été codifié en 1940, avec exactement le même libellé, dans le titre 8. En 1952, exactement le même libellé encore une fois. Des pays comme le nôtre sont toujours en lutte avec leur identité, toujours en lutte avec des questions existentielles sur qui est citoyen, surtout un pays qui a volé son pays à un autre groupe de personnes. On débat toujours de qui est citoyen. Le président McKinley l'a fait lui aussi. Redéfinissons ça. Vous êtes né à Porto Rico, à Guam. Non, vous n'allez pas être citoyen. On ne veut pas de ça. Coupons ça. Alors, des présidents comme Donald Trump essaient toujours de redéfinir qui est citoyen. Le truc est toujours le même. Perdre l'argument sur le fond, puis rebaptiser le fond. Mais ça crée un terrible scénario de nous contre eux aux États-Unis. Je suis citoyen. Bon, comment êtes-vous citoyen? Êtes-vous naturalisé? Ah, vous n'êtes pas pareil comme moi. Moi, je suis né ici, ou mes 6 générations sont nées ici, ou je suis la fille ou le fils de la Révolution américaine, ou peu importe ce que les gens se racontent pour se convaincre qu'ils sont plus américains que leurs voisins. Nous ne voulons pas vivre dans cette société-là. Alors le 14e amendement dit ce qu'il dit. Il dit toutes les personnes, une personne. Ça a toujours été interprété largement. Réaffirmé en 1898 par la cause du bébé chinois qui a grandi, a quitté le pays, était né ici, puis s'est vu refuser l'entrée de nouveau. Il a dit « Je suis un citoyen américain ». On lui a répondu « Non, vos parents sont chinois ». Il a répondu « Non, je suis un citoyen américain né à San Francisco ». Et l'affaire s'est rendue jusqu'à la Cour suprême. Ça a mené un moment assez drôle entre Cecilia Wong, qui était l'avocate de l'American Civil Liberties Union et qui plaidait la cause. Il n'y avait que 2 avocats, elle et John Sauer. Et en fait, laissez-moi parler du moment où Brett Kavanaugh dit à Cecilia Wong « Si nous sommes d'accord avec vous que l'arrêt Wong-Kim-Ark de 1898 est l'arrêt déterminant, tout ça se termine assez vite. » N'est-ce pas? Je veux dire, c'est une décision très courte, n'est-ce pas? Et elle a juste marqué une petite pause. L'échange s'est déroulé comme suit. Vous avez dit ceci dans votre exposé d'ouverture. Si nous sommes d'accord avec vous sur la façon de lire Wong-Kim-Ark, alors vous gagnez. Donc, si nous étions d'accord avec vous sur Wong-Kim-Ark, ça pourrait être simplement une courte opinion, n'est-ce pas, disant que la meilleure lecture est celle des intimés. Le gouvernement ne nous demande pas de renverser le précédent. Confirmé. Oui, c'est ça. J'adore ce moment-là. La brièveté est l'âme de l'esprit. Je l'ai déjà vécu comme avocat. Parfois, la réponse, c'est simplement oui. Ce oui-là, c'était 30 ans de préparation pour Cecilia. Avoir le courage de simplement dire oui. Un seul oui, bien propre, peut faire beaucoup de dégâts à un argument construit surtout avec du brouillard et du volume. Et cet arrêt est revenu encore. Cet arrêt de 1898, dont je parle depuis 1 an et demi, mais pas d'une bonne façon pour John Sauer, le solliciteur général, ancien avocat d'appel criminel de Trump, dans une question de Gorsuch, un autre vote dont il a besoin pour soutenir la position de Trump est arrivé à 5. L'échange s'est déroulé comme suit. Je travaille simplement à l'intérieur de votre argument, pour un instant. Aujourd'hui, vous pouvez pointer vers des lois sur l'immigration beaucoup plus restrictives qu'elles ne l'étaient en 1880.
En réalité, nous n'avions pas de loi comme celle d'aujourd'hui avant peu, être 1880. Donc si quelqu'un arrivait ici en 1868 et établissait son domicile, c'était parfaitement acceptable sans égard à des lois sur l'immigration. Elles n'existaient pas. Alors pourquoi ne conclurions-nous pas, même si nous appliquions votre propre test, que le fait qu'une personne puisse être en situation illégale n'a aucune importance? Et Sauer répond, je citerai d'abord Wong Kim Ark sur ce point. Parce que Wong Kim Ark dit, et Gorsuch l'interrompt alors, eh bien, je ne suis pas certain que vous vouliez trop vous appuyer sur Wong Kim Ark. Et Sauer dit, mais cet État, il y a une déclaration là-dedans qui dit, quand vous entendez Gorsuch, qui est censé être de votre côté, dire, je ne suis pas certain que vous vouliez vous appuyer sur cette cause, ça vous dit tout. Habituellement, c'est la version juridique d'un attaché politique qui souffle, peut être qu'on ne devrait pas utiliser cette ligne-là. Permettez-moi de mentionner un autre moment, et c'est probablement vers le moment où Donald Trump a boutonné son veston, ajusté sa longue cravate rouge et quitté la salle d'un pas furieux. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, moi j'ai fait la visite et j'ai aussi assisté à des plaidoiries là-bas, même si j'ai pas plaidé. J'ai regardé. Il y a les rideaux rouges en velours. Ce n'est pas une salle si grande que ça. Les gens pensent que c'est beaucoup plus grand que ça l'est. Le banc est relativement proche de vous, donc si vous êtes assis au premier rang, comme Donald Trump l'était, vous êtes très près de l'action. Donald Trump est à l'aise dans des salles comme celle-là parce que c'est un criminel inculpé, reconnu coupable, et il a déjà été dans des salles de cour. Mais pour moi, ça, c'était le moment très tôt, ce que j'appelle le moment Weekend at Bernie's. C'est le moment où John Sauer est mort, sur le plan argumentatif. Et personne ne lui a dit. Il y a des arguments qui arrivent vivants et d'autres qu'on entre sous des projecteurs avec beaucoup d'assurance. Voici John Sauer et le juge en chef Roberts, alors que Sauer essaie de faire un argument sur le monde moderne et 8 milliards de personnes à un vol d'avion d'avoir un enfant citoyen des États-Unis. L'échange s'est déroulé comme suit. Leur interprétation a transformé la disposition en véritable désordre. Robert dit, eh bien, ce n'était certainement pas un problème au XIXe siècle. Sauer dit, non, mais évidemment, nous sommes maintenant dans un nouveau monde, comme le juge Alito l'a souligné, où 8 milliards de personnes sont à un voyage en avion d'avoir un enfant qui est citoyen américain. Et Roberts dit, eh bien c'est un nouveau monde. C'est la même constitution. Ce n'était plus tenable. Il était aussi fini que du poulet frit, comme le sénateur John Kennedy l'a dit en Louisiane à propos de Christine Noem. Pour moi, c'était le moment. On avait le juge en chef qui disait, vous savez, c'est toujours la même vieille constitution. Personne n'achetait son argument. Oubliez 5 votes. Je ne vois même pas comment il en obtient 3. Le discours de vente, c'était « Nouveau monde ». Mais le produit se butait toujours à la vieille constitution. C'était très intéressant. C'était une leçon d'histoire. Ça nous ramenait à certaines de nos pires périodes comme pays, quand les personnes noires et les esclaves n'avaient pas les mêmes droits que le reste d'entre nous. Et franchement, c'était très intéressant à écouter sous cet angle-là. Mais moi, je ne le voyais tout simplement pas. Je ne sais même pas à quel point John Sauer croit à ce qu'il essayait d'argumenter, parce que l'ensemble de la position n'a aucun sens. Et ça est ressorti à travers beaucoup d'exemples. John Sauer disait que tout tourne autour du domicile. Est-ce votre maison? Est-ce là où vous résidez? Est-ce votre chez vous? Est-ce là où vous avez l'intention de vivre de façon permanente? Et les juges disaient, oui, mais le 14e amendement ne parle pas du domicile des parents. Il parle de la citoyenneté de l'enfant. Alors, comment sommes-nous censés déterminer cela? Comment gérez-vous ça? Est-ce que ça veut dire que la mère doit être citoyenne américaine ou qu'elle doit être ici légalement et domiciliée ici? Qu'en est-il du père? Qu'en est-il des deux? Comment déterminez-vous cela de façon logique? Et ensuite, qu'arrive-t-il entre le moment de la naissance et le moment où vous élucidez tout ça? Qu'allez-vous faire? Interrogez sous serment des femmes enceintes pour savoir quelle est leur intention. Avez-vous l'intention de rester ici? Une fois qu'une politique commence à ressembler à un interrogatoire d'aéroport croisé avec un formulaire d'admission en maternité, ce ne peut être pas une politique sérieuse. Et ça ne sortait pas de nulle part. Ketanji Brown Jackson a soulevé exactement ce point-là. L'échange s'est déroulé comme suit. Vous allez quand même obtenir... Non, pas transparent. Je parle simplement des détails, parce que maintenant vous dites que votre règle dépend de savoir si la personne avait l'intention de rester aux États-Unis. Et je pense que la juge Barrett l'a soulevé. Alors, est-ce qu'on convoque des femmes enceintes pour des dépositions? Qu'est-ce qu'on fait pour éclaircir ça? Sauer répond, non. Comme je l'ai dit plus tôt, le décret repose sur la légalité du statut. Donc,
Si vous donnez naissance à un bébé à l'hôpital en ce moment, il reçoit son certificat de naissance dans le système. Il y a un système informatique, Jackson dit. Donc, il n'y a apparemment aucune possibilité alors pour la personne de prouver ou de dire qu'elle avait réellement l'intention de rester aux États-Unis. Saoui dit absolument pas. C'est même le contraire. Leur possibilité de contester, si elle pense avoir été refusée à tort, ce qui n'arriverait que dans une très faible minorité de cas, consiste précisément à répondre à cette directive. Jackson dit, après coup, après que leur bébé s'est vu refuser la citoyenneté. Ensuite, on peut passer par le processus. Ça veut dire? Ouais. Et la façon dont je veux dire, je résume, parce que je ne suis pas un expert en informatique, il y a un programme informatique qui génère actuellement automatiquement un numéro d'assurance sociale. La Social Security Administration dit, regardez, les numéros d'assurance sociale, les non-citoyens peuvent en avoir s'ils ont une autorisation de travail. Donc, ça ne prouve pas la citoyenneté. Nous allons vous donner un numéro d'assurance sociale, à condition que le système vérifie automatiquement le statut d'immigration des parents, pour lequel il existe des bases de données robustes, et ensuite, cela ne paraît pas différent pour la grande majorité des parents qui accouchent. Merci. Et tout ce que je pouvais imaginer, c'était des salles d'accouchement reliées à des salles de conférence où on tiendrait des dépositions pour des mères qui viennent tout juste d'accoucher. Chaque fois que la réponse de secours devient « l'ordinateur va arranger ça », on sait que la partie humaine du plan n'a jamais vraiment été terminée. C'est ce qui m'a fait penser que Ketanji Brown Jackson pourrait être la prochaine juge en chef des États-Unis si les démocrates reviennent au pouvoir et que Roberts prend sa retraite ou peu importe. C'est mon opinion. Elle était excellente. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire qu'elle est souvent seule, n'est-ce pas? Qu'elle sera la dissidente pendant que Kagan et Sotomayor vont souscrire, ou qu'elle semble être la plus éloignée du centre. Pas nécessairement une bâtisseuse de consensus autant que Sotomayor semble l'être. Mais je n'en suis pas certain. Elle a décidé il y a 2 jours, 8-1, dans la cause sur la thérapie de conversion. Mais elle est généralement dans le bloc des 3 avec Sotomayor et Kagan. Kagan n'écrit plus autant qu'avant, en quelque sorte. J'adore Sotomayor. Je regarde simplement une juge de 73 ans et nous parlons de dans 3 ans. Elle aurait presque 4-20 ans. Je ne pense pas qu'elle soit la bonne candidate. Je ne pense pas qu'un démocrate passerait par-dessus le groupe actuel pour nommer un nouveau juge à la Cour suprême. La seule raison pour laquelle j'en parle, c'est que les gens aiment parler de l'avenir et de ce à quoi ça ressemblerait s'il y avait des élections de mi-mandat et un changement à la présidence. Juste pour conclure sur quelques autres points pratiques qu'ils ont abordés aujourd'hui, Amy Coney Barrett disait « Qu'en est-il des enfants trouvés? Des bébés abandonnés après la naissance et dont les parents sont inconnus? Que fait-on avec ces bébés-là » Ils étaient vraiment préoccupés par les enfants qui se retrouveraient sans pays, sans souveraineté à cause de cette question liée à leurs parents. Et une partie du 14e amendement ne parle pas seulement de l'endroit où vous êtes né, mais aussi du fait d'être soumis aux lois ou à la juridiction des États-Unis. Et je pense qu'un point très important, c'est que les seules personnes qui ne sont pas soumises aux lois des États-Unis sont un très très petit nombre de personnes, comme les diplomates. Quand j'étais procureur, on a dû gérer ça. Un diplomate pouvait être accusé d'un crime, même arrêté pour un crime, et on devait le relâcher. On devait littéralement le relâcher et le remettre à son pays parce qu'il n'est pas soumis aux lois des États-Unis. Mais que vous soyez documenté ou sans papier, que vous soyez ici comme touriste ou comme visiteur, vous êtes soumis aux lois des États-Unis, vous serez poursuivi si vous commettez un crime. Vous recevez une contravention si vous roulez trop vite. Vous devez respecter les lois des États-Unis d'Amérique. Donc, vous êtes soumis aux lois ici. Et je pense que c'est là que tout ça va finalement retomber. C'est une combinaison de notre Constitution qui s'applique à tout le monde. Le 4e amendement, les fouilles et saisies s'appliquent à tout le monde, pas seulement aux citoyens. Et si notre Constitution s'applique à tout le monde, alors notre Constitution s'applique à tout le monde, y compris le 14e amendement qui est très clair sur l'endroit où vous êtes né. Si vous êtes né ici, vous êtes citoyen de ce pays. C'est sur cela que notre pays a été fondé. C'est basé sur la common law anglaise qui reconnaît elle aussi le droit du sol. Trump a publié que nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas ça. C'est faux. Au moins 30 pays ont aussi le droit du sol. Donc, il a tout simplement tort. C'est la routine habituelle. Déclarer quelque chose très fort, en espérant que le volume puisse remplacer la géographie et l'histoire. Et je pense effectivement que
Peu importe comment on regarde ça, que ce soit par le précédent historique, le texte de la Constitution, la common law anglaise, et ce sur quoi tout cela a été fondé, ou les 5 lois environ qui ont été codifiées dans les années suivantes au sujet de la citoyenneté, je pense qu'au final, je ne sais pas comment ils vont trancher, s'ils vont le faire sur une base statutaire ou constitutionnelle, mais peu importe comment ils tranchent. Je pense que Trump va perdre solidement, comme il dirait, dans cette cause en particulier. Et ensuite, il s'en prendra aux juges de la Cour suprême. Le mouvement peut louer des juges comme des génies au déjeuner et les traiter de traîtres au dîner, selon le jugement rendu. La chose sur laquelle je veux conclure cette section, c'est que je ne veux pas que les gens pensent que, parce qu'on obtient quelques grandes victoires, comme sur les tarifs et le droit du sol, ça compense d'une manière ou d'une autre toutes les mauvaises décisions que ce banc militant, dirigé par John Roberts et les conservateurs de droite, nous a imposé ce mandat-ci et dans les mandats précédents. Trump frappe pour 900 sur le rôle d'urgence. Certaines causes, au fond, vont bien sûr dans notre sens. Il faudra voir comment les chiffres finaux vont se présenter à la fin de ce mandat, en juin, quand ils rendront cette opinion sur le droit du sol à un moment donné avant de partir en vacances. Mais nous allons avoir un mauvais résultat dans une cause sur le droit de vote. Nous allons avoir un mauvais résultat sur les bulletins de vote envoyés par la poste. Nous pourrions avoir une bonne décision sur l'indépendance de la Réserve fédérale. Mais cette administration n'a eu aucun problème avec le fait que Donald Trump a complètement remodelé, pour le pire, la relation entre le peuple américain et le gouvernement fédéral, entre les travailleurs fédéraux et le gouvernement fédéral, entre le financement fédéral et les États, et les subventions et programmes et ce genre de choses, ainsi que leur impact sur l'économie. Et tout ça, c'est à cause de la Cour suprême. Alors, même si nous sommes légèrement soulagés de voir Trump, surtout en pleine face, être rejeté aussi fortement, une partie de moi pense peu être qu'ils voulaient qu'il soit là et qu'ils ont pris cette cause pour une raison, parce qu'ils n'étaient pas vraiment obligés. Ils auraient pu simplement rejeter l'appel et dire que le précédent de 1898 tient toujours. Nous n'avons rien de nouveau ni de novateur à dire là-dessus. Mais Trump a continué d'insister. C'était la pierre angulaire de son administration, la pierre angulaire de ses politiques d'immigration. Il devait être entendu là-dessus. Certains projets sont des projets de politique publique et d'autres sont des productions de scène qui exigent absolument une salle pleine. Quant à savoir où Thomas va tomber, il a commencé avec la question Dred Scott. C'était approprié à sa façon. Un descendant d'esclaves va poser une question sur l'une des décisions les plus notoires et les plus odieuses de la Cour suprême. Même si ça n'a pas vraiment mené nulle part. C'était intéressant qu'il le soulève. Mais ça n'a mené nulle part. C'est toujours suspendu dans la pièce. Je ne sais pas. Je pense que ce sera 7 contre 2. Je pense qu'Alito et Thomas sont tellement campés dans le soutien à tout ce que Trump dit. C'est très difficile pour eux maintenant. Quand on commence à voir des juifs contre 1 et des 9 contre 0, c'est sûr quelque chose que Trump voulait et que les modérés étaient prêts à suivre, comme l'interdiction de la thérapie de conversion dans certains États. Je ne sais pas. Je pense que ce sera 7 contre 2. Faisons simplement le compte. Ketanji Brown Jackson, Sotomayor, Kagan contre la politique, Roberts contre, Gorsuch contre, Amy Coney Barrett contre. Et en arrivant là, je pensais que Kavanaugh était un électron libre. D'après la façon dont il a géré les questions, je pense que c'est 7 contre 2. Peut être que l'un des deux pourrait me surprendre et glisser de l'autre côté pour faire 8 contre 1. Mais dans aucun scénario, il n'existe un monde où Donald Trump peut arriver à 5, peut compter jusqu'à 5, parce qu'il lui faudrait en obtenir 3 sur les 4 parmi Gorsuch, Kavanaugh, Amy Coney Barrett et Roberts. Et il n'en obtiendra pas 3 sur les 4. Je ne suis même pas certain qu'il en obtienne un seul sur les 4. Pour un mouvement obsédé par la victoire, compter jusqu'à 5 est soudainement devenu des mathématiques avancées. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.